À quoi servent les présidents de la République dans nos pays d'Afrique? Nous n'avons aucun moyen de contrôle sur des dirigeants qui sont là, mais de véritables monarques qui règnent sans véritable contrôle, sans véritable contre-pouvoir. Sont-ils les principaux responsables de notre échec? Ne devrait-on pas se passer de cette fonction qui concentre tous les pouvoirs? À quoi servent les élections organisées à grands frais lorsque 2 fois et demi sur 3, le vainqueur est connu d'avance? C'est celui qui organise qui gagne. À quoi servent ces scrutins lorsqu'ils se tiennent presque toujours dans la contestation, trop souvent dans la violence et la division? La première chose, c'est d'arrêter avec ces cycles électoraux interminables qui ne produisent rien de bon. Nous faisons des élections pour élire les mêmes gens depuis des années. Ça veut dire, dans la plupart des cas, quand on fait les élections en Afrique, on connaît le vainqueur bien avant et on continue à dépenser des sommes faramineuses pour produire la même chose. Quels sont les critères pour choisir un ministre, pour désigner les membres du gouvernement dans nos pays? Un gouvernement qui serait composé d'élus locaux, donc obligation d'avoir un ancrage local pour être au plus près des populations. Et à côté de cela, certains postes dédiés à des technocrates en raison de leur spécificité technique. Quelle doit être la place de l'armée dans nos États? Il faut qu'on considère à présent l'armée comme un acteur à part entière, qu'on le veuille ou non. Puisque quand ça ne va pas, elle fait irruption sur la scène politique. Maintenant, comment encadrer, en tout cas redéfinir son rôle, c'est la question. Le système démocratique électoral adopté au forceps au lendemain de la conférence Afrique-France de la BOL en 1990 est-il vraiment adapté à nos pays subsahariens? Ayons le courage d'aborder de front sans tabou les questions que nous nous posons depuis quelques années en silence dans notre intimité, sans avoir le cran d'en débattre en public, simplement parce que l'on a érigé le modèle importé en dogme, en religion quasiment. Il faut faire bonne figure en les soutenant, ça fait bien. On doit se regarder aujourd'hui dans la classe, se poser les vraies questions et vraiment se départir de cette paresse intellectuelle pour trouver des solutions idoines à nos problèmes propres. À Mansa, notre ambition est d'inviter tout le monde, tous les Africains, sans exclusive, à repenser l'Afrique, avec méthode, sans passion et sans haine, sans invective et sans fanatisme, à imaginer, à élaborer leur propre modèle. C'est une urgence au regard de la situation de nos États, au regard des crises aiguës que traversent nos pays. Ce n'est pas une option. Nous sommes à un moment géopolitique où on rebat les cartes. C'est une fenêtre de tir extraordinaire. Il faut qu'on la saisisse. Nous voulons ici vous inviter à réfléchir avec nous à des solutions. Donc il y a un moment, il faut s'arrêter pour se poser les vraies questions, pour s'interroger sur le cap que l'Afrique aujourd'hui devait prendre et s'interroger si effectivement, depuis les indépendances, le trajet que nous avons pris est le bon. Le système ou le régime démocratique que nous avons dans nos pays francophones, je n'y crois pas. Pour soigner le mal, il ne faut pas se contenter de juger les conséquences. Il faut déterminer son origine, les causes racines. C'est en partant de là que nous pouvons faire des propositions pour repenser et donner un modèle qui convienne à notre continent. À Mansa, dans la commission gouvernance et institutions, nous avons choisi de nous attaquer, dans ce premier volet de nos travaux, à la question du modèle de gouvernance et des institutions. À la faveur de cette conférence de la BOL qui mettait fin au système de parti unique et des grands timoniers installés au lendemain des indépendances, nous sommes entrés au début de la décennie 1990 dans une nouvelle ère, celle de la démocratie sur laquelle nous fondions tous nos espoirs, tant elle avait été bien vendue. Elle devait apporter la paix, la liberté, la croissance, l'égalité. 34 ans après, il est peut-être venu le moment du bilan. Surtout au regard des turbulences que traverse notre continent de part en part. 30 ans a l'air de rien, mais en même temps, c'est beaucoup. Parce que si vous faites le bilan de ces 30 dernières années, c'est une véritable catastrophe. Et vous verrez que dans plusieurs secteurs, ces pays qui ont adopté sans réfléchir ce modèle sont plutôt en train de régresser. On a perdu des vies humaines à un nombre incalculable. Le plan de développement n'a jamais pu être mis en place. On se trouve dans une posture où on a l'impression, et on peut le dire, que c'était mieux avant, à l'époque où on était dans les partis uniques, où on avait des présidents qui étaient des véritables bâtisseurs. Quand vous prenez des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, vous voyez très bien qu'à l'époque du parti unique, il y avait des véritables projets.
Depuis que la démocratie est arrivée dans ces États, c'est impossible de faire des choses dans la durée parce qu'on a enclenché un cycle de renouvellement permanent qui fait en sorte que ces pays-là ont régressé. C'est quelque chose qui nous est totalement étranger, que nous n'avons pas pu nous approprier puisque ça ne nous correspond pas. Donc c'est clair que ça ne peut pas fonctionner. La priorité, c'est de s'attaquer au modèle démocratique qui a été importé et imposé aux États africains et qu'ils ont accepté comme une éponge sans jamais la questionner. C'est par ça qu'il faut commencer et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ce modèle nous a apporté depuis 30 ans? C'est la question centrale. Une fois qu'on a répondu à cette question-là, on va se dire simplement, on ne peut pas continuer à faire la même chose chaque fois et espérer un résultat différent. C'est évident, ça ne marche pas. Mais nous sommes déjà dans le chaos. Maintenant, il faut que nous en sortions. Il faut que nous en sortions avec nos propres réponses. L'Afrique en général, et la région francophone plus que les autres, est malade de sa gouvernance. Et c'est clair pour tous, le résultat est largement négatif. Lorsque l'on regarde les chiffres et les indices de croissance, la population s'est paupérisée. Les jeunes sont désenchantés. La crise est de plus en plus aiguë. Les écoles qui autrefois offraient vermifuges, vaccins et autres comprimés de Nivaquine ressemblent à des écuries mal entretenues où le maître, les enseignants, impuissants, sont devenus des gardiens d'enfants et leur souffre-douleur. Bref, la situation économique et sociale s'est détériorée, presque partout. De nombreuses nations ont même basculé dans la guerre. Bref, le bilan, quoi que l'on puisse en dire, n'est pas bon. On ne dit pas que la démocratie soit mauvaise, non. Elle marche chez les autres. Mais c'est le fruit de leur histoire, de leur civilisation. La seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernant, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Je pense qu'en tant qu'Africains, nous devons changer de paradigme et ne plus nous contenter de ce qui est moins mauvais. Nous souhaitons désormais le meilleur. Et le meilleur pour nous, ce n'est pas la démocratie. Une fois que ce constat est fait, maintenant, il faut travailler, réfléchir à un système de gouvernance qui soit adapté. Plusieurs systèmes de gouvernance d'ailleurs, puisque l'Afrique est plurielle. La proposition que nous faisons, c'est de totalement oublier la démocratie telle qu'on nous l'a présentée jusqu'à présent. C'est une vaste escroquerie et il faut le reconnaître parce qu'elle ne nous a rien apporté. Elle nous a apporté quoi? Des guerres. Elle nous a apporté la misère, elle nous a apporté la division, elle nous a apporté le tribalisme. Donc, il est évident aujourd'hui que nous devons mettre tout cela derrière nous. Il nous faut inventer un nouveau modèle qui soit au service d'une vision que nous aurons définie afin pour nous d'avoir des leaders charismatiques. La grande erreur que nous avons faite, c'est d'essayer de faire table rase de qui nous étions à partir justement de la colonisation. Nous avons mis sous le boisseau tout ce qui était propre à nous en termes de culture, de valeurs, de légitimité traditionnelle. Et nous nous sommes appliqués à construire un système qui nous était totalement étranger. Le modèle électoral démocratique tel qu'il est appliqué en Afrique depuis le fameux discours de la boule est, pour parler de manière très simple et très claire, un véritable jeu de dupes. C'est un poker menteur entre nos dirigeants, nous-mêmes, entre nos dirigeants et les influences extérieures. C'est un système purement électoraliste qui est basé juste sur des élections dont la sincérité peut être mise en doute. Nous devons arrêter avec les plâtrages habituels qui ne font qu'au mieux retarder les métastases lorsqu'elles ne les précipitent pas. Ce que nous disons à Mansa, c'est clair. On ne peut pas faire la même chose chaque fois, espérer un résultat différent. Le bilan est catastrophique. La démocratie occidentale africanisée, c'est un échec. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour le voir, les faits sont là. Nous avons perdu énormément de vies humaines, nous avons perdu énormément d'argent. Demandez-vous seulement ce qu'on aurait pu faire comme hôpitaux, comme routes, comme universités, avec tout cet argent qu'on a dépensé dans des élections aujourd'hui. Vous avez des pays où le chef de l'État est là depuis 42 ans. Et on organise des élections tous les 5 ou tous les 7 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Donc je pense qu'il faut qu'on arrête avec des jugements de valeur et qu'on s'intéresse désormais aux jugements de réalité. La réalité, c'est qu'il faut changer et changer tout de suite. Alors quelles sont les causes racines de cet échec sur lesquelles tous sont désormais d'accord au sud du Sahara? Repenser aux institutions et à la gouvernance de façon efficace exige que l'on s'intéresse d'abord à l'homme africain. C'est de sa nature, de son mode de pensée que doit jaillir son modèle.
C'est de son état d'esprit que doit se construire son type d'administration de la société. Et même s'il doit y rajouter des influences extérieures qu'il trouve bénéfiques, il doit d'abord se retrouver ou au moins redéfinir son identité. Le miracle, c'est que des gens aient réussi à faire ça. Les gens ont réussi à penser en dehors d'eux-mêmes. C'est quand même un exploit que les colons nous ont amenés à faire et qu'on n'en revient presque pas. L'Africain en général et le subsaharien en particulier est le seul peuple au monde que l'on a réussi à convaincre qu'il ne peut se définir que par rapport à son bourreau, qui déploie toute son énergie pour être accepté de l'autre. Il consacre toute son intelligence par l'éducation, par son mode de vie, par sa consommation, par sa culture, pour ressembler à son maître d'hier. Nous adoptons facilement les cultures des autres. Nous ne nous approprions pas la nôtre. Ça devient exotique même pour nous de manger africain. Alors pourquoi voulez-vous que maintenant que celui qui est lambda puisse dire que ça, c'est l'avenir, avec ça, je suis un homme respectable, je suis un homme du 21e siècle. Il est important aujourd'hui que nous réalisions qu'il est totalement inconcevable pour moi de dissocier la culture, l'héritage culturel de l'éducation que nous voulons donner à nos communautés. Une acculturation qui doit être le premier des chantiers dans la reconstruction de l'Afrique. Ce crime qui a fait de nos cultures, de notre vieille civilisation, des superstitions dont nous avons honte, qui a clochardisé nos divinités, nos rois, nos légitimités, les gardiens de notre civilisation, doit être le premier chantier. Comme disait l'historien burkinabé Joseph Kizerbo, une personne sans identité est comme un ustensile que n'importe qui peut utiliser. Certains disent que les jeunes nés après la colonisation n'en sont pas affectés, qu'ils sont débarrassés de ces complexes. Si, ils le sont malheureusement. L'enfant est forcément affecté par l'éducation que lui donnent ses parents, mais également par le milieu dans lequel il évolue. Et si le parent a perdu ses repères, s'il est paumé, il le sera davantage, puisqu'il s'agit d'abord de retrouver son identité réelle. Et si les parents, complexés, blessés par les violences de l'histoire, ont honte de leur transmettre les valeurs africaines, alors on fait de cette jeunesse des acculturés ou des assimilés dans leur lieu de vie. On en fait des bounty, pour reprendre une expression qui leur est propre. Des êtres mimétiques qui répètent et appliquent parfois avec zèle pour se faire accepter ce que le maître d'hier a imposé à ses parents comme modèle. Difficile dans ce cadre-là de revendiquer son identité, de se définir comme africain. Dans ce crime de colonialisme, il y a une originalité que le président Bouteflika a raison de souligner aujourd'hui, c'est l'agression culturelle. Dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition. La culture locale est devenue du folklore. La langue locale a été traitée comme un patois. Et c'est sur ce cimetière culturel que les autres essayent d'imposer leur culture et leur tradition. Cette agression culturelle est aussi grave que l'agression contre la personne physique. Solzhenitsyn dit « Les Allemands et les Russes ont récupéré plus facilement après la chute du totalitarisme que les colonisés après la chute de la colonisation. » Et pourquoi ? Parce que l'identité culturelle des Russes, l'identité culturelle des Allemands, sous le totalitarisme, n'était pas niée. C'était au contraire exalté, déformé, mais exalté. Tandis que dans les pays coloniaux, c'est l'identité culturelle qui est niée. Il est temps de restaurer cette histoire avec ses hauts et ses bas, avec ses faiblesses, mais également ses forces. Civilisation riche, mais piétinée, méconnue et meurtrie. Nous avons essayé les solutions importées. Nous avons vu leurs limites. Maintenant, il faut que l'on essaie les solutions endogènes. Et comment le pouvoir était mis en place, contrôlé, réglementé, entouré par les légitimités. Donc revenons aux sources. Et je ne pense pas que ceux qui ont favorisé le succès de nos empires, etc., même si les réalités sont différentes aujourd'hui, se sont profondément trompés. Je ne pense pas. Donc je dis aujourd'hui, si l'Afrique veut construire un modèle proche de sa réalité, il faut faire un retour et même un recours à notre histoire, à notre passé. Voir ce qu'on a fait à l'Empire du Mali, voir comment fonctionnaient toutes ces entités qui avaient des mécanismes tellement sophistiqués que les autres ont repris et nous font croire qu'ils sont à l'origine de ces mécanismes-là. On veut un système de gouvernance qui est calqué sur nos valeurs intrinsèques, nos valeurs traditionnelles. On a eu des royaumes, on a eu des organisations qui ont marché dans ce continent avant que le colon ne vienne. Il faut répartir
et se ressourcer de ces organisations-là. La chance que nous avons, c'est que nous n'avons pas perdu cet aspect des choses. Aujourd'hui, nous reconnaissons que ces légitimités ont un impact, un ascendant sur leur communauté. Chacun de nous sait qu'il doit respect aux chefs traditionnels. C'est quelque chose que nous n'avons pas perdu et nous devons à présent remettre ces légitimités au centre du jeu. L'Afrique n'a pas commencé à exister avec la colonisation. L'Afrique a une histoire pleine et riche, avec des grands empires, avec des grands royaumes, qui avaient des modèles de développement assez élaborés, qui avaient des systèmes politiques suffisamment efficaces. On peut aller puiser dans ces modèles-là pour s'inspirer, tout comme on peut aller regarder ailleurs ce qui marche. La Chine, c'est une démocratie à la chinoise, contextualisée par rapport à leur histoire, par rapport à leurs valeurs, par rapport à leur culture. Et ils ont réussi avec cela à construire la plus grande puissance économique du monde aujourd'hui. Quand vous regardez les pays du Golfe, ce ne sont pas des démocraties. Ils ont choisi un système politique qui, selon eux, était le mieux adapté à leur vision, le mieux adapté à leur progrès. Il n'y a qu'en Afrique où on a un système qui ne correspond à rien, qui ne repose sur aucune vision. Donc, il faut aller justement dans l'histoire du continent africain et regarder aussi ce qui se fait ailleurs et qui marche, créer une combinaison, mais surtout ne pas se contenter de ce qui a été imposé. Ça ne marche pas et les faits sont là pour le démontrer. Très souvent, lorsque l'on parle de tradition, de civilisation africaine, de nos us et coutumes qu'il faut restaurer, qu'il faut valoriser, nombreux sont encore ceux totalement inconsciemment formatés par nos vies, par l'hégémonie de la civilisation occidentale, qui y voient un fantasme ou un recul, qui perçoivent ceux qui la revendiquent comme des obscurantistes, qui y voient le refus de la modernité. Lorsqu'on nous parle d'archaïsme, quand on parle justement de remettre les légitimités traditionnelles au centre du jeu, mais je vous avoue que je suis étonnée. Pourquoi, comme d'habitude, ce sont les initiatives africaines que l'on tente de brider? Les monarchies qui sont justement au-dessus de la mêlée, mais qui règnent et qui veillent au respect des valeurs, au respect de la culture, de l'histoire de plusieurs pays européens. Pourquoi on n'y trouve rien à redire? Vous avez la monarchie espagnole, la monarchie anglaise qui est là. Pourquoi on n'y retrouve rien à redire? Dans le Moyen-Orient, les monarchies se succèdent. Pourquoi personne n'y trouve rien à redire? Au Japon, on a pu allier justement respect des traditions et modernité. Pourquoi nous ne serions-nous pas capables, nous, Africains, de mettre en place un système propre qui nous permettrait d'être tournés vers le futur, mais ancrés dans le passé, sur ce socle que constituent nos légitimités? Donc je pense que sincèrement, personne n'a de leçons à nous donner. Nous devons nous-mêmes savoir où aller et garder le cap. Nous, occidentaux, nous avons confondu hégémonie et universalisme. Au prétexte que nous étions hégémoniques, nous avons dit nos valeurs sont universelles. Je partage tout à fait votre point de vue parce que c'est un problème fondamental. Et donc nous avons une position de surplomb vis-à-vis du monde entier, de l'Afrique en particulier. Sauf que l'Afrique ne l'accepte plus. Et cette position de surplomb, il va falloir l'abandonner. Pour moi, la définition même de la modernité, c'est la capacité d'une société à répondre aux défis auxquels elle est confrontée par des solutions qui lui sont propres. En réalité, le bien-être, le progrès, c'est par rapport à sa propre trajectoire historique et civilisationnelle. Ce n'est ni un make-up ni une grève. C'est vraiment quelque chose qui part de vous-même pour vous passer d'un stade à l'autre. La démocratie n'a pas un seul modèle d'être réalisé dans de différents pays. Chaque pays doit l'adapter à leur propre situation. Le but de la démocratie, c'est le développement du pays. C'est l'amélioration de la vie du peuple. C'est le but de la démocratie. Sinon, à quoi ça sert? Nous devons à présent nous débarrasser de nos complexes et de notre paresse intellectuelle. De la même manière que ceux dont nous avons copié le système ont réfléchi pour mettre en place un système qui leur convenait, eh bien, nous-mêmes, nous allons faire de même. Nous allons faire un mix entre nos besoins contemporains et cette sagesse ancienne. C'est une urgence de restaurer nos traditions, nos cultures. Et cette ambition passe par ceux qui, malgré leur marginalisation, restent respectés ou au moins redoutés de la plupart des subsahariens. On se cache pour les voir, mais on s'en remet à eux lorsque l'on est en situation de drame. Nos rois, nos légitimités traditionnelles, gardiens de nos valeurs, que l'on ne consulte que dans des situations de blocage, comme on l'a vu récemment dans la crise de la CEDEAO avec le Niger.
Les chefs traditionnels ont été dépêchés à Niamey pour négocier. Sans eux, il est à craindre que les turiféraires de la violence, certains chefs d'État de la CEDEAO, notamment le Nigeria, auraient contre toute logique fait la guerre à leurs voisins nigériens au mépris des liens séculaires. Les légitimités traditionnelles sont toujours au centre du jeu, qu'on le veuille ou non. On les marginalise, mais lorsque on se retrouve face à une situation difficile, vers qui on se tourne, justement, c'est légitimités. Comment utiliser de manière vertueuse les chefferies, les pouvoirs traditionnels? Je crois qu'un conseil de sage, un conseil de chef coutumier reconnu par tous en termes de morale, en termes d'éthique, pourrait aider à réguler cela. Ces légitimités sont le socle de nos sociétés. Aujourd'hui encore, si quelque chose a perduré, malgré tout ce qui s'est passé depuis ces années, c'est le respect qu'on accepte de devoir à ces institutions. Ces institutions qui sont issues de familles, donc de notabilité, elles tirent là de leur source de légitimité, ou alors elles sont gardiennes de certains savoirs, de certains savoir-faire, elles sont maîtres de la brousse, maîtres de la forêt, etc. Ou elles sont des légitimités qui tirent également leur autorité d'essence religieuse. Donc tout cela forme une communauté de ce qu'on appelle légitimité traditionnelle. On doit leur donner une place centrale. Tout à l'heure, on parlait des grands empires, des grands royaumes. C'était justement des légitimités traditionnelles. Nous avons, avec ces chefferies traditionnelles-là, des légitimités qui étaient quasiment incontestables. Légitimité traditionnelle, c'est notre épine dorsale. Pour Mansa, nous ne pouvons envisager de revoir la gouvernance, de repenser nos institutions en oubliant nos légitimités traditionnelles, gardiens des civilisations, protecteurs de nos valeurs et de notre identité. Elles ont été clochardisées par le pouvoir politique, il faut le dire, parce que nos pouvoirs politiques et administratifs qui ont suivi la période coloniale ont poursuivi ce travail de sape. En les marginalisant, en les clochardisant, on ne se souvenait de l'existence de ces légitimités qu'au moment des élections. Pour avoir une sorte d'onction morale, à faire une photo avec le chef, ça valait tous les clichés pour convaincre l'électorat. Il s'agit de sortir les rois, les légitimités traditionnelles de ce ghetto dans lequel les pouvoirs publics, peu soucieux du poids des traditions, les ont installés, de leur donner une place centrale. Il faut les réhabiliter à travers nos textes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance comme cela. Il faut que nos textes fondateurs reconnaissent leur place et disent justement quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, quel est le respect qui leur est dû. Il faut absolument que les chefs traditionnels sortent du système politico-administratif. C'est pas leur place. Ils n'ont rien à y faire. Et c'est justement ça qui a contribué à dévoyer leur pouvoir et leur influence et à tuer leur légitimité. On doit leur donner une place qui est centrale. Aujourd'hui, Mansa propose un système de gouvernance original, disruptif, adapté à nos valeurs, à notre histoire, à notre culture. Au sein de ce système de gouvernance, le Conseil des sages, composé justement de ces légitimités traditionnelles qui seront nommées par leurs pairs, joue un rôle central. Ce Conseil des sages aura un rôle d'orientation, c'est-à-dire que les décisions importantes de la nation qui seront prises devront être en conformité avec notre histoire, nos valeurs, nos cultures, de manière consensuelle, tout ce sur quoi nous sommes d'accord pour mener à bon port nos sociétés. En fait, Mansa se propose de créer un conseil des sages composé de rois et chefs traditionnels, qui seraient les garants, les gardiens des valeurs. Ce conseil de sages sera au-dessus de la mêlée. Il va faire en sorte que désormais, tout ce qui se passera dans la nation, tout ce qui se décidera, sera en conformité avec ce que nous, citoyens, aurons décidé. Ce ne seront plus des injonctions qui viendront de l'extérieur, mais ça devra être conforme avec notre volonté commune, notre vision commune de ce que nous voulons faire de nos États. Et ce Conseil des légitimités serait une institution purement africaine qui nous ressemble, avec des règles qui nous ressemblent, et ils auraient leur mot à dire sur la conduite de la nation, leur mot à dire sur la désignation des dirigeants, leur mot à dire si ce dirigeant ne fait pas correctement son travail, c'est-à-dire n'applique pas cette vision partagée, ils auront leur mot à dire en termes de mécanismes de destitution. Comme eux, ils ne seront pas préoccupés par un désir de plaire à un quelconque électorat, ils pourront avoir suffisamment de recul pour veiller à ce que la vision commune et partagée soit respectée par ceux qui auront reçu le suffrage. Donc si ce chef de l'exécutif est élu, il sait qu'il devra rendre compte de manière régulière. Et s'il dévie de sa trajectoire, le Conseil des sages est là pour le rappeler à l'ordre.
s'il ne comprend pas les injonctions de ce Conseil des sages, dont les rappels seront bien sûr fondés sur des critères que nous aurons tous acceptés, le Conseil des sages aura la faculté de le destituer et de dissoudre le Parlement. Jusque-là, nos démocraties se caractérisaient par des ruptures constitutionnelles, des coups d'État. Aujourd'hui, la possibilité d'actionner l'armée en dernier recours sera dévolue uniquement au Conseil des sages, après que plusieurs étapes aient été franchies. Il faut évidemment, pour rendre ces rois, ces légitimités traditionnelles libres, les mettre à l'abri du besoin qui a permis de les clochardiser pendant toutes ces décennies. Ces légitimités seront totalement indépendantes sur tous les plans de l'autorité centrale. C'est-à-dire que les impôts qui seront levés dans leur communauté, c'est sur cette base-là que ces légitimités vont fonctionner et vont vivre. Donc, aucun lien avec le pouvoir central désormais. Donc, il va falloir justement, dans ce nouveau système-là, travailler à cette indépendance financière, donner un pouvoir relatif à ces chefs dans leur localité pour pouvoir justement collecter suffisamment d'argent pour contribuer notamment au développement de la localité et les débarrasser de tous ces liens qui feront en sorte qu'ils seraient des suppôts de l'administration. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qu'il ne faut surtout plus faire. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils soient indépendants. Plus ils seront indépendants du pouvoir central en termes financiers et autres, ils pourront à ce moment-là retrouver leur place et on pourra justement restaurer leur légitimité pleine et entière. En gros, les légitimités traditionnelles dans notre système de gouvernance doivent être mises au-dessus des politiques, des partis, des administrations, des associations et des jeux politiques, avec obligation pour eux de ne pas participer eux aussi aux jeux politiques du tout. Elles peuvent trancher certains litiges puisque nos populations comprennent mieux lorsque ces chefferies qui vivent au sein justement de ces communautés tranchent des litiges dont elles appréhendent mieux le contexte et les enjeux que certains textes qui allaient à l'instar de la démocratie nous ont été également insidieusement soufflés tels que le code Napoléon, etc. Donc elles auront un rôle au niveau de la justice, elles auront un rôle également au niveau du foncier. Nous savons que c'est une question éminemment difficile et importante aujourd'hui en Afrique. Une telle responsabilité ne peut être accordée sans contrepartie, évidemment. Nous avons des croyances qui sont fortes. Nous avons des valeurs qui sont fortes. Lorsque l'on parle aujourd'hui de redevabilité, mais nous faisons canonner encore un principe qui vient d'Occident. Cette redevabilité, nous la connaissons depuis des siècles. Cette redevabilité, c'est le respect de la parole donnée. Cette redevabilité, c'est la protection du nom de famille que nous portons, auquel nous ne voulons pas laisser une tache. Ces choses, nous les connaissons. À plus forte raison, les sages. Donc, entre eux, ils ont ces connaissances-là, cette charte-là, et ils savent que si l'un d'entre eux dévie, c'est l'équilibre social qui est remis en cause. Donc, je pense sincèrement qu'on peut leur faire confiance. On peut leur faire confiance parce que dans leur communauté, ceux qui auront été recensés auront fait preuve de droiture. Et je pense que cela peut être dupliqué au niveau de ce conseil. Et qu'est-ce que nous avons à perdre à essayer? Parce que comme le dit l'un de nos Mansa, mieux vaut se tromper sur la base de ses propres erreurs que sur celles d'autrui. Et pendant 60 ans, nous sommes en train de nous tromper sur celles d'autrui. Essayons autre chose, quelque chose qui nous est propre. Entre légitimité traditionnelle, il y aura un système tournant et il y aura une charte. Et nous savons quelle est la valeur des chartes traditionnelles dans nos sociétés. Celui qui ne les respecte pas sait à quoi il s'expose. Dans nos sociétés, il n'existe pas d'ancien chef. Le chef est là ou le chef est décédé. Donc ces chartes-là expliqueront de manière claire comment le pouvoir devra s'exercer au sein de ce Conseil des sages. Celui qui déviera sait à quoi il s'expose. Ce Conseil des sages devient de fait l'organe, le cœur de nos institutions, avec une présidence tournante à sa tête dans des modalités définies par chaque pays selon ses réalités. Il faut tout d'abord faire une cartographie de ces chefferies, puisque nous n'en avons aucune idée aujourd'hui. Plusieurs ont disparu, d'autres sont là mais fonctionnent très difficilement. Donc d'abord savoir où l'on en est. Faire une cartographie de ces chefferies-là, savoir justement quel est le périmètre géographique sur lequel elles peuvent justement influer. Donc ce sera sur la base d'une sorte de décentralisation, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, nous pouvons trouver des termes qui nous correspondent mieux. Donc en tout cas, elles auront une influence sur un certain périmètre et ça, ce sera tout à fait compatible avec les fonctions régaliennes de l'État au niveau supra. Autre préalable avant de se lancer dans la profonde et urgente refonte institutionnelle, la vision.
Rien de sérieux ne peut se faire sans un objectif bien déterminé. Avant de parler des institutions et des gouvernants, il est important d'évoquer d'abord la vision. Nous devons d'abord définir ce que nous souhaitons être. Quel est notre objectif? Si vous vous levez chaque matin et sortez de chez vous sans direction définie, vous n'arriverez jamais nulle part, c'est évident. Un pays ne peut pas évoluer, ne peut pas connaître la croissance, ne peut pas apporter le bien-être à ses populations si un cap n'est pas clairement, préalablement défini. Ce que propose Mansa, c'est tout d'abord une vision. C'est la première des choses. Une vision, un cap qui serait fixé vers le progrès inclusif de nos concitoyens. Et cette vision serait partagée majoritairement et transcenderait tous les courants partis politiques. Dans un premier temps, on va se mettre d'accord sur la destination. Quelle est la destination que, de manière consensuelle, toute la population ou ceux qui sont en âge de s'exprimer, on veut aller? Dans le domaine, il est important de copier ailleurs ce qui peut l'être tant qu'il n'est pas en déphasage avec notre identité. Il est impératif d'élaborer, comme l'ont fait par exemple les Chinois, comme l'ont fait les Singapouriens, les Émiratis, pour ne citer que ceux-là, un projet sur le moyen et long terme, qui est notre boussole. Une boussole qui ne doit pas souffrir des errements, des fantasmes des politiques. Nous avons des projets, des politiques court-termistes, sans aucune vision à proposer à nos populations. Donc la première chose, c'est d'établir une vision qui s'imposerait, qui transcenderait les partis, les courants politiques, qui s'imposerait aux dirigeants. Et le but de cette vision, c'est d'aller vers un progrès inclusif. Cette vision doit être ambitieuse, réaliste et partagée. Elle doit être la boussole. On ne doit pas la mettre en veilleuse. Et elle ne peut subir les lubies, les fantasmes des politiques souvent prompts à vendre des idées justes pour séduire l'électorat. Les dirigeants doivent désormais être jugés à leur capacité à réaliser, à respecter le projet, leur talent à mettre en œuvre la vision. Si le peuple, au regard de son potentiel, de ses richesses dans tel ou tel secteur, a décidé d'être champion du monde dans son domaine de prédilection, le politique doit se mettre au service de cette vision, sans possibilité de s'en détourner, sans le consentement du peuple. Il est certain que si l'on sait où on va, si l'on s'est fixé une destination avec un délai et un rétro-planning, il est plus possible d'y arriver. Cette vision doit être validée par les populations. Elle doit être une vision partagée à laquelle le plus grand nombre adhère. Qui voulons-nous être? Où voulons-nous aller? Que voulons-nous devenir? Le jour où nous aurons répondu à ces questions, nous deviendrons la première puissance au monde. Définissons notre vision. C'est la clé. Il est impératif dans chacun de nos pays de nous pencher sur cette vision qui nous permettra de l'étendre ensuite au continent afin de voir les synergies à dégager. Une fois cette vision établie, nos institutions s'adapteront plus facilement aux objectifs. J'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Que devient le chef dans tout cela? Quel sera le nouveau rôle du chef? Et le chef dans tout ça, pour paraphraser le président fondateur Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Zabanga du Zaïre, et le chef dans tout ça, que devient-il? Que devient le président dans cette réforme, dans ce nouveau modèle que propose Mansa? Il faut qu'on arrête avec des chefs qui règnent au lieu de gouverner. Les régimes dans lesquels nous sommes sont hyper présidentiels. C'est-à-dire que les chefs ont un pouvoir maximal aussi bien dans l'exécutif que, en réalité, dans le législatif et surtout dans le judiciaire. En plus, ils contrôlent toute l'information. La première chose, c'est qu'ils ont la possibilité de changer les règles du jeu. Les chiffres sont têtus. Aujourd'hui, quand on regarde, on voit très bien que le nombre d'élections qu'on a organisées et les alternances qu'on en a sorties, il n'y a pas photo. Lorsqu'on regarde pourquoi on fait ces élections, on se pose la question si ça vaut la peine. On a dépensé 125 milliards depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui à faire des dizaines d'élections, mais pour quel fruit? Nous n'avons aucun moyen de contrôle sur des dirigeants qui sont là, mais de véritables monarques qui règnent sans véritable contrôle, sans véritable contre-pouvoir. C'est la fonction la plus courue, la plus convoitée, la plus exposée dans le monde. L'objet de toutes les bagarres, des affrontements les plus fratricides. Et paradoxalement, c'est la plus détestée, la plus dénoncée, la plus honnie par les masses. On les choisit, les élit, les installe au pouvoir. Mais aussitôt, on les dénonce, les accuse de tous les péchés, les rend responsables de tous nos maux.
Lorsque l'on parle de la mauvaise marche de nos pays, de la mauvaise gouvernance, cause de notre retard, de nos divisions, de nos tensions, les personnes les plus décriées, les plus détestées, les plus honnies, sur qui se polarisent toutes les rancœurs, sont naturellement les chefs d'État, les présidents de la République qui réunissent entre leurs mains tous les pouvoirs, qui sont les maîtres de la pluie et du soleil, des oiseaux et des poissons, de l'air et de l'eau, des éléphants et des fourmis, bref, des êtres tout-puissants souvent à la solde d'autres nations qui les ont installés aux affaires. Des êtres corrompus essentiellement mus par leurs propres intérêts. Voilà le miroir, l'image parfois un peu grossissante, il faut le reconnaître, qui nous est renvoyée lorsque l'on parle de nos dirigeants, de nos chefs d'État. Une réputation qui, malheureusement, n'est pas toujours usurpée. Parce qu'il faut qu'on arrête avec des chefs qui règnent au lieu de gouverner. En réalité, notre système politique a en effet généré des chefs tout-puissants qui ne rendent compte à personne, qui interviennent dans tous les domaines, législatifs, exécutifs, judiciaires, militaires, coutumiers, des chefs qui ne sont responsables devant aucune institution puisqu'ils ont su jouer des faiblesses du système pour s'accaparer tous les pouvoirs. Lorsque l'on est aussi puissant, il est aisé, avec des courtisans autour de soi, de perdre la tête. Seul Dieu peut ne pas perdre la raison avec autant de pouvoir. C'est pourquoi il est urgent de sortir de ce schéma qui fabrique des demi-dieux capables du pire et trop souvent déconnectés de la réalité. Il est urgent de mettre un terme à cette fonction qui a montré ses limites. Un chef doit être responsable devant le peuple. Il doit lui rendre compte. C'est pourquoi, à Mansa, nous pensons qu'il faut avoir le courage de mettre un terme, de toute urgence, à cette fonction de président de la République, selon ce modèle. Le président omniprésent, omnipotent, omniscient, on n'en veut plus. Le président qui a tous les pouvoirs, on n'en veut plus. Ça ne marche pas. On ne veut plus des dirigeants qui dirigent pour leur plaisir personnel, qui ne rendent compte à personne. On engage un projet qui est censé faire 3 ans, il fait 15 ans et personne n'en parle. Donc, on va donner dans ce système suffisamment de pouvoir aux chefs pour qu'ils puissent prendre des décisions qui permettent de respecter la vision. Mais on va se rassurer très vite qu'il y a en face de véritables contre-pouvoirs qui feront en sorte que si jamais il lui passe à l'idée de vouloir dévier pour quelque raison que ce soit, il soit tout simplement destitué au cas où les multiples rappels à l'ordre n'auront pas produit de résultats. Le président tout-puissant devient esclave des dragueurs, des baratineurs, de ceux qui viennent lui dire le soir qu'il est spécialement intelligent alors qu'il a besoin d'être conseillé. Ce n'est pas parce qu'on a juré un jour sur le Coran ou sur la Bible au moment de la prestation des serments que d'un coup, vous êtes devenu plus intelligent que vous ne l'étiez hier et que tous vos choix et toutes vos décisions sont bonnes et s'imposent à tous. Non. Une fois qu'ils sont élus pour 5 ans, ils sont quasi assurés qu'ils resteront au pouvoir au moins pendant cette période. Pas de risque d'être destitués autrement que par la mort ou un putsch militaire. Est-ce que la situation peut être pire que celle que nous vivons actuellement? Nous avons des monarques qui règnent, qui ne rendent compte à personne. Sur le papier, nous avons des contre-pouvoirs qui ne sont jamais exercés. Donc aujourd'hui, il faut essayer autre chose. Nous, à Mansa, on milite pour la disparition de ce poste de président de la République. Aujourd'hui, Mansa propose un système de gouvernance original, disruptif, adapté à nos valeurs, à notre histoire, à notre culture. Au sein de ce système de gouvernance, le Conseil des sages, composé justement de ces légitimités traditionnelles qui seront nommées par leurs pairs, joue un rôle central. Ce Conseil des sages aura un rôle d'orientation, c'est-à-dire que les décisions importantes de la nation qui seront prises devront être en conformité avec notre histoire, nos valeurs, nos cultures, de manière consensuelle, tout ce sur quoi nous sommes d'accord pour mener à bon port nos sociétés. Et par quoi le remplace-t-on, puisque chaque pays a besoin d'un chef? Le modèle que nous proposons est particulièrement disruptif, nous le reconnaissons. Nous devons aller vers un modèle où le chef de l'exécutif, que l'on pourra appeler Premier ministre, ou président du Conseil, ou président de l'exécutif, doit être le chef du parti majoritaire issu des élections. Il ne peut désigner une personnalité ou un de ses partisans pour gouverner, non. Il doit être lui-même aux commandes. Il doit prendre sur lui de diriger le pays, de conduire l'exécutif, avec le soutien de sa majorité à l'Assemblée. Il doit aller au Parlement expliquer ce qu'il fait. Il doit rendre des comptes de façon à ce que chacun puisse juger le travail qu'il a fait. Il doit respecter la vision qui a été préalablement définie. Généralement, la pratique est celle du président qui remporte les élections et nomme un Premier ministre qui lui sert de fusible. Dès qu'il y a une contrariété, il vire le Premier ministre et en trouve un autre, en sachant qu'il ne risque rien et qu'il va faire ses 5 ans de toute façon.
Toute faute qu'il commet est absous par le remplacement du Premier ministre, alors qu'on sait que c'est lui qui est à la manœuvre. Le chef de l'exécutif doit savoir qu'il doit désormais rendre compte. Il est là pour appliquer un programme issu d'une vision commune, consensuelle, que la nation aura décidé de suivre. Il ne s'agit pas de brider le pouvoir, non. Il s'agit de prendre des dispositions juridiques qui rappellent au chef de l'exécutif qu'il doit rendre des comptes, qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, qui peut être renversé avec son gouvernement et sa majorité s'il déraille. Mais dans le même temps, il faut lui donner suffisamment de pouvoir pour qu'il puisse réaliser des grands projets, qu'il puisse diriger convenablement le pays, lui donner un certain confort dans la conduite de la nation. On doit avoir un chef fort avec des pouvoirs étendus pour mettre en œuvre la vision collective. Pourquoi on doit attendre 5 ans ou 7 ans qu'un mandat se termine parce que la personne a été élue, alors que dès la première année, on voit très bien que ça ne marche pas? Comment on peut arrêter les frais suffisamment tôt pour que on ne subisse pas pendant tout le reste du mandat les affres de la personne qui est au pouvoir? Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, lors d'un séjour en Afrique, notamment au Ghana, qui disait « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes ». Pour moi, il n'y a pas d'assertion aussi fausse que celle-là. Parce que les institutions ne se font pas par elles-mêmes. Ce sont les hommes qui font les institutions. Donc moi, je dis, ce dont l'Afrique a le plus besoin aujourd'hui, ce sont des hommes forts. Parce que ce sont des hommes forts qui vont construire des institutions fortes. Donc il faut que ce chef ait le temps. Et il faut que ce chef soit un véritable chef. Il ne faut pas qu'il soit une marionnette aux mains de quelques puissances étrangères ou de quelques puissances financières. Il faut que ce chef ait les pouvoirs. Un chef fort, mais qui ne règne pas, qui dans le même temps rend compte et peut être destitué par des mécanismes simples. Il doit être responsable devant l'Assemblée nationale, qui peut le destituer par une motion de censure selon des modalités claires à établir. Il peut également être destitué par une votation populaire, toujours selon les principes à arrêter. Nous avons le référendum citoyen. Les citoyens, face au comportement inapproprié du chef de l'exécutif, vont signer une pétition, réunir un nombre critique de signatures qui va être déposé auprès du Conseil des sages et du Parlement. Si le Parlement ne prend pas ses responsabilités et si le Conseil des sages estime de manière objective et sur la base de critères préalablement convenus qu'effectivement le chef de l'exécutif a dévié, il en informera le Parlement. De son avis en tout cas. Si le Parlement perdure à soutenir le chef de l'exécutif dans cette trajectoire erronée, alors le chef de l'exécutif qui va continuer à s'accrocher à son pouvoir sera simplement destitué par le Conseil des sages et l'Assemblée nationale dissoute. Et nous aurons vers de nouvelles élections. C'est cela qui contraindra le chef de l'exécutif à rester attentif aux attentes du peuple. Et ce Conseil de sages-là pourrait être, par exemple, l'endroit où le dirigeant élu vient prêter serment pour être adoubé par ceux-là qui sont garants de nos valeurs, qui sont garants de nos cultures. Et vous verrez que ça donnera également une légitimité supplémentaire aux dirigeants. L'une des nouveautés essentielles qui doit permettre de veiller au respect de ces prérogatives puise ses racines dans nos légitimités traditionnelles. Donc si ce chef de l'exécutif est élu, il sait qu'il devra rendre compte de manière régulière. Et s'il dévie de sa trajectoire, le Conseil des sages est là pour le rappeler à l'ordre. S'il ne comprend pas les injonctions de ce Conseil des sages, dont les rappels seront bien sûr fondés sur des critères que nous aurons tous acceptés, le Conseil des sages aura la faculté de le destituer et de dissoudre le Parlement. Ainsi, le président du Conseil ou le président de l'exécutif, bref, le patron de l'exécutif, qui n'est plus le chef de l'armée, qui n'est plus le chef de la magistrature, qui est responsable devant l'Assemblée, devant les populations, qui peut être destitué en dernier ressort par le Conseil des sages et le chef de la majorité, et est celui qui conduit la politique du pays, mais également sa diplomatie. C'est lui le vrai patron, mais avec suffisamment de garde-fous et de contre-pouvoirs pour éviter les abus. Mais pour qu'il prenne cette fonction, il faut être passé par les élections. Les élections, un autre point de tension, autre point de violence et de division. On a installé au sud du Sahara francophone des démocraties électorales qui coûtent une fortune, sans presque jamais apporter de solution. Certains disent que la démocratie n'a pas de prix. C'est discutable. Petit inventaire. Sécurisation des bureaux, impression des bulletins de vote, machines à voter. État bailleur de fonds dépense chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Et presque toujours, la facture explose. En 2010, en Côte d'Ivoire,
les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections, un record en Afrique. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis 5 ans. 3 ans après, il a été renversé par la rue et les militaires. C'est un peu comme si on avait mis cette extraordinaire somme dans les toilettes et on a tiré la chasse, puisque ni le président élu, ni les députés ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Cette somme mise dans les élections correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qui n'auront jamais. Au Cameroun, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 82 millions d'euros, soit 54 milliards de francs, pour reconduire le président aux affaires depuis novembre 1982. Et presque les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui changerait considérablement le monde scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix. Des choses concrètes qui auraient changé la vie des populations. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et les législatives un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA, dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité, face à des bandes armées qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipements pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé la même somme, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé et le Parlement dissous. Encore des centaines d'hôpitaux brûlés sur l'autel des élections dites démocratiques. Des centaines de kilomètres de routes qu'on ne construira pas. En République démocratique du Congo, en 2018, on a dépensé 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales, soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond à 400 kilomètres de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus 319 neufs, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire, ou encore 50 centrales de production d'eau potable dans ce pays où l'on meurt encore de paludisme. Tout cet argent, cette somme, aurait pu permettre de lutter efficacement et définitivement contre l'insécurité dans l'est de la RDC où des bandes armées font encore la loi, où l'insécurité est devenue la règle. Il aura fallu après le scrutin plus de 2 ans de crise, de blocage, de tergiversation, de tractation, d'arrangement pour que le président élu, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête d'une union sacrée et hétéroclite, puisse enfin prendre les rênes du pays. On vient de boucler les élections à RDC en décembre 2023, montant plus d'1 milliard de dollars pour reconduire le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et l'enjeu finalement était d'éviter les violences post-électorales. Heureusement, on n'a pas déploré de morts ce coup-ci, ce qui est une grosse satisfaction. Lorsque l'on fait l'inventaire de tous ces scrutins, il y a moins de 10% d'alternance. En gros, les mêmes remportent leur siège. On vote donc presque pour rien. Une tragicomédie. Ceci pose avec acuité, avec violence, j'allais dire, la problématique, le fameux dilemme entre la démocratie et le développement. Question que certains intellectuels, un peu rapidement, pleins de certitudes, balayent d'un revers de la main. Ceci n'est qu'un bref inventaire de l'immense gâchis chaque année sans garantie d'alternance et qui très souvent se termine en crise, en contestation, en division du pays. Doit-on continuer de voter au même rythme? À quoi servent réellement ces scrutins qui reconduisent les mêmes aux affaires? Pour quel résultat? On peut, avec cet argent, aisément organiser, construire des infrastructures plutôt que de les jeter alors qu'on connaît le résultat final. Et donc, ça interpelle et on a besoin de changer de modèle et d'avoir le courage de remettre tout à plat et de répartir sur une feuille blanche. On ne peut pas dire de manière péremptoire on ne vote plus. On dit on ne vote plus tout le temps pour rien. Il faut que le vote serve à quelque chose. Il faut qu'on soit sûr que quand on organise une élection précise, les règles du jeu soient claires, pour qu'on soit certain que ce qui va découler de cette élection soit l'expression de la volonté de la majorité. Nous avons des élections, lorsqu'elles se tiennent, dont la sincérité est mise à mal, des élections qui sont émaillées de violence. Cela n'est plus acceptable. Nous pouvons, nous, Africains, décider quel sera notre dirigeant de manière responsable, de manière sereine, de manière pacifique, entre nous, conformément à nos valeurs et à notre vision, sans quelque
implication de qui que ce soit. Il faut inventer un mécanisme qui fait en sorte que l'élection ne soit plus considérée comme un gadget qu'on utilise pour régler des problèmes. Ça ne marche pas. L'élection ne réglera aucun problème. Avant toute élection, nous, citoyens, devons nous mettre d'accord sur ce que nous voulons faire de nos États. Jusque-là, nous n'avons jamais eu de vision. Il s'agit maintenant de se mettre d'accord sur une vision à court, moyen, long terme. Qu'est-ce que nous voulons faire? Et dans tous les domaines, sur le plan national, sur le plan régional, sur le plan international. Nous serons d'accord sur cette base-là. Pour sortir de ces élections gadgets, il faut s'attaquer à un autre phénomène. La pléthore des partis politiques qui fleurissent à tous les coins de rue sans avoir de projet et d'ancrage réel. Les partis politiques ont été notre piège à con. On a des pays, on ne va pas les citer, qui ont 900 partis politiques. Quand on regarde, il n'y a aucune démarcation en termes d'idéologie. On ne sait pas pourquoi ils existent exactement. Dans le système de gouvernance que nous proposons, il y aura maximum 3 partis politiques. De ces 3 partis politiques sera issu un chef de l'exécutif qui sera le chef de ce parti politique-là. Il est évident qu'il faut en finir avec tous ces partis qui n'ont pour but que de se partager les fonds de campagne ou de négocier des fauteuils ministériels. Il est hors de question de maintenir le système actuel avec une explosion des partis politiques qui servent plus à accéder à des strapontins ministériels ou autres avantages qu'à participer à l'avancée du débat. On ne peut pas avoir autant de partis qui représentent autant d'offres politiques. Ils peuvent se réunir dans un nombre restreint compte tenu du fait que la vision est préalablement définie. Pour nous, à Mansa, nous pensons que les partis doivent arrêter de vendre du vent pour se concentrer dans la stratégie à mettre en place pour réaliser de façon efficiente la vision arrêtée et partagée par tous. Il faut qu'ils soient contraints de s'en tenir à la vision. Les 3 partis politiques qui vont compétir vont nous dire comment elles vont implémenter cette vision. Il n'y aura pas de 3 visions. Il n'y en aura qu'une seule. La différence, ce sera comment elles vont l'implémenter. Sur un thème temporel, comment elles vont le dérouler, comment elles vont le financer en ayant le moins possible de demandes d'accès au financement extérieur, mais sur nos ressources propres. De ce scrutin va émerger une majorité à l'Assemblée nationale. Et le chef de la majorité devient automatiquement président du Conseil ou président de l'exécutif. Il forme son gouvernement qu'il dirige, avec une exigence nouvelle, cardinale, dans le choix de son équipe gouvernementale. Il faut que les dirigeants que nous mettrons à la tête de nos États aient déjà fait leurs preuves au sein de leur communauté, de leur région, de leur commune, qu'ils aient montré leur capacité déjà à fédérer, leur leadership et également leur compréhension des enjeux et des besoins des populations. Il faudrait également que ceux qui vont travailler avec ce président, c'est-à-dire ceux qu'on appelle généralement des ministres, soient eux aussi des élus locaux. Bien sûr, à l'exception des postes qu'on peut qualifier de technocratiques, où là, on aurait besoin d'une quelconque expertise, on pourrait faire des exceptions. Mais sinon, l'essentiel des membres du gouvernement qui vont accompagner le président de la République ou le Premier ministre élu doivent être eux-mêmes des élus locaux. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'on arrête avec le clientélisme, qu'on arrête avec le copinage, pour que ceux qui dirigent la destinée des millions de personnes soient responsables devant ceux qui détiennent le véritable pouvoir, à savoir le peuple. C'est une véritable escroquerie. Il faut à un moment donné arrêter avec ça. Ce n'est pas parce que vous allez faire semblant de changer des dirigeants chaque 5 ou chaque 7 ans que vous allez transformer votre pays. Le fétichisme de la limitation de 2 mandats qui anime tous les jours les débats politiques doit être interrogé. La jeunesse doit arrêter d'être des éponges absorbent tout, comme nous l'avons été, pour s'inventer son modèle. Les règles qui s'appliquent ailleurs ne sont pas forcément compatibles dans un environnement qui n'est pas adapté. Elles doivent tenir compte des us et coutumes, des spécificités propres à nos sociétés. On me dira que nous sommes tous égaux, que les règles sont universelles. Ça fait beau dans les cours à l'université, mais on sait que ce n'est pas vrai. C'est à géométrie variable. Cette règle des 2 mandats n'a pas toujours existé dans les grandes nations démocratiques. Aux États-Unis, pendant la crise, Franklin Delano Roosevelt est resté aux affaires de mars 1933 à avril 1945, soit 3 mandats complets et un 4e qu'il avait entamé avant de mourir 3 mois après son investiture. Il est donc resté 12 ans et 1 mois à la Maison-Blanche. Personne n'a dénoncé un viol à la démocratie. Margaret Thatcher a été première ministre de Grande-Bretagne pendant 11 ans sans discontinuer. Plus récemment, en Allemagne,
Angela Merkel est restée chancelière de 2005 à 2021, soit 16 ans. On ne lui reproche pas la longévité de son règne. Angela Merkel a fait 4 mandats en Allemagne parce que les Allemands pensaient que c'était la meilleure personne pour porter leur projet. Et quand le temps est arrivé de se séparer d'elle, ça n'a fait aucun doute dans l'esprit des Allemands. Elle-même, elle a dû tirer les conséquences. Donc, on ne peut plus aujourd'hui nous présenter ces gadgets-là comme étant des solutions toutes faites. Et il faudrait qu'on ait le courage, et je dirais même l'audace, de remettre en cause toutes ces certitudes qu'on a voulu nous imposer. En Israël, Benjamin Netanyahou est resté plus de 15 ans comme Premier ministre. Vladimir Poutine, malgré un tour de passe-passe qui lui a permis de céder momentanément son fauteuil à Dimitri Medvedev, est revenu et s'organise pour rester aux affaires jusqu'en 2030. Si on est tous désireux d'alternance au pouvoir, on ne peut pas en faire un dogme obligatoire au bon fonctionnement de la démocratie. Est-ce que l'Allemagne, c'est une dictature? Il n'y a pas de limitation de mandat en Allemagne, mais il ne viendra à l'esprit de personne de parler de l'Allemagne comme étant une dictature. La réalité, ce sont les contre-pouvoirs. Le plus important, c'est de s'assurer qu'on a mis des mécanismes de contre-pouvoir qui permettront que personne ne puisse utiliser le pouvoir à son service personnel. En réalité, il faut qu'on arrête d'avoir des dirigeants qui règnent au lieu de gouverner, qui ne rendent compte à personne. Si vous avez des contre-pouvoirs suffisamment forts, la question de la limitation de mandat devient un détail et un détail insignifiant. Pour quelle raison quelqu'un qui sert très bien son pays devrait nécessairement arrêter après 5 ans ou après 2 fois 5 ans? S'il va dans la bonne direction et que tout le monde le reconnaît, mais continuons. Quitte à ce que les mécanismes existent pour l'arrêter, au cas où, même après 10 ans, après 11 ans, après 1 an, il n'est plus dans le chemin qu'on a tous tracé ensemble. Sorti du piège de la limitation des mandats, c'est un véritable piège parce qu'il n'est pas établi qu'il y a une corrélation entre la limitation des mandats et le progrès ou le développement. Vous avez des pays qui ont la limitation des mandats, mais le chef de l'État est là depuis plus de 40 ans. Pourtant, il y avait la limitation des mandats. Vous avez des pays, effectivement, aujourd'hui, qui arrivent à faire des avancées sur le plan économique et que les gens prennent en exemple, alors que dans ces cas de figure, le président n'est pas préoccupé par une sorte de limitation de mandat. Le cas du Rwanda peut être un exemple dans ce cas-là. Donc, il y a un certain nombre de concepts qui nous ont été imposés et que nous avons acceptés de manière dogmatique, qui nous empêche de regarder ailleurs. Nous avons vu que nous avons encadré les mandats présidentiels à 5-7 ans. Qu'est-ce que ça a donné? Des violences électorales, des volontés de tripatouillage constitutionnel, rien de positif. Donc aujourd'hui, il faut se demander ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est de donner le temps à un dirigeant de dérouler le programme conformément à la vision que nous aurons adoptée. Donc, il n'est plus question pour nous de parler de limitation de mandat parce que ce qui nous importe, c'est que le dirigeant fasse ce que nous souhaitons. S'il ne le fait pas, nous mettrons un terme à son mandat, mais selon une procédure que nous aurons nous-mêmes acceptée. La limitation des mandats est certes souhaitable, mais elle ne garantit pas pour autant la bonne gouvernance. Ayons le courage d'affronter cette vérité. Mais il faut le préciser de suite, sans ambiguïté. La longévité au pouvoir n'est pas non plus un gage de succès, non. Elle peut être un réel frein pour la croissance pour peu que les leaders n'aient aucune vision, aucun réel projet. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les pays d'Afrique centrale où l'on bat des records de longévité aux affaires. Guinée équatoriale, Cameroun, Congo, pour ne citer que ceux-là. On ne peut pas parler de succès ou de croissance. La croissance n'est pas vraiment au rendez-vous, c'est un fait. Ils sont aux affaires depuis plusieurs décennies, pourtant ils n'ont toujours pas transformé leur environnement. Mais dans le même temps, il faut sortir des cycles électoraux à répétition et donner le temps aux dirigeants élus de travailler. S'ils donnent des résultats positifs, on les garde, on les reconduit. S'ils ne sont pas à la hauteur, on fait marcher les mécanismes de destitution. Il ne faut pas avoir de limitation de mandat. Par contre, il faut avoir des mécanismes d'arrêt de mandat à n'importe quel moment pour arrêter les frais au cas où on dévie. Et l'armée dans tout ça, que devient-elle? L'armée qui a le pouvoir du feu et qui est si souvent entrée dans le jeu politique, quel est son rôle? Il est impératif de lui définir clairement une place. À Mansa, nous travaillons déjà sur la question afin d'en finir avec cette situation de clair-obscur. Ce travail, ces idées qui visent à repenser l'Afrique, nous vous les proposons afin que vous puissiez, à votre tour, l'enrichir de vos réflexions, sans tabou et sans peur. Et ça ne va pas être facile, parce qu'on va s'attaquer à des dogmes, on va s'attaquer à des certitudes.
On va forcément subir des critiques acerbes, violentes, mais on est prêt. Parce que ce qui nous guide, en fin de compte, c'est la restauration de la dignité africaine. Ce qui nous guide, c'est de pouvoir avoir le sentiment d'avoir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, contribué à l'émancipation de notre continent. Votre contribution est importante pour changer les paradigmes, pour repenser notre Afrique. L'essentiel, en fin de compte, c'est qu'il y a un problème à régler. Comment faire pour que ceux qui ont la destinée de leur population travaillent pour ces populations? Pour le moment, c'est pas le cas. Comment faire pour que les dirigeants soient désormais légitimes et vertueux? Pour le moment, c'est pas le cas. C'est pour cela que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de dire, on ne va pas s'inscrire dans une logique de respecter un cahier de charges fixé par d'autres. On va s'inscrire dans une logique de proposer un modèle adapté à nos réalités et il pourrait être challengé. Il s'agit de ne plus laisser les autres penser à notre place. Il serait ridicule, vous en conviendrez, si dans une dizaine d'années, on continue de dénoncer les constitutions et les textes imposés il y a une 60aine d'années par les autres. Maintenant que nous avons pris conscience que personne ne viendra organiser notre société à notre place, maintenant que nous avons plus que jamais conscience que les modèles importés ne marchent pas pour nous, nous devons les concevoir par nous-mêmes. Et on ne doit plus accepter de les laisser dans les mains des autres, des pseudo-spécialistes formatés par les autres. On doit s'en occuper par nous-mêmes. C'est le cadre qu'offre Mansa. L'urgence est de penser par nous-mêmes, de faire notre propre expérience. Il peut s'avérer que 30 ans après, on se rend compte que nous avons fait un mauvais choix, que c'était une mauvaise orientation. Mais au moins, nous aurons le mérite d'avoir essayé autre chose. Au moment où partout l'on s'active pour revisiter les textes fondamentaux, pour élaborer un modèle, ne soyons pas en reste. Participons de façon active. Oublions un instant au moins nos différences et querelles de personnes pour participer à une œuvre fondatrice et déterminante pour les générations futures. Rejoignez-nous avec vos idées, vos suggestions. Participez à cette aventure en nous rejoignant sur mansa.com. Pour aller plus loin et approfondir votre analyse, votre réflexion sur ce thème, accédez dès maintenant à notre Point of View Poker Menteur. Disponible uniquement sur notre plateforme Jalia, ces analyses détaillées vous plongent au cœur des enjeux majeurs pour notre continent, renforçant votre compréhension et votre engagement. En devenant membre de Jalia, vous accédez non seulement à nos contenus exclusifs, mais également à des opportunités uniques d'échanges interactifs à travers nos lives et nos masterclass. Rejoignez-nous dès maintenant sur Jalia pour qu'ensemble, nous repensions l'Afrique.